Bien, je vous propose, on a on va dire 14 points à l'ordre du jour. Je vous propose de commencer. Donc le premier point, c'est la détermination du nombre de membres au siège du conseil d'administration du CCAS. Et je propose de passer la parole à Marianne Michel, qui est adjointe en charge du CCAS. Délibération numéro 1. Détermination du nombre de membres au conseil d'administration du CCAS. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, est un établissement public administratif qui anime l'action générale de prévention et de développement social de la commune, en liaison avec les institutions publiques et privées telles que la CAF, la MSA, les associations, etc. Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de plus de 1500 habitants. Dès son renouvellement, le conseil municipal procède dans un délai maximum de 2 mois à l'élection des nouveaux membres du CCAS. Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres. Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut être supérieur à 16 et qu'il ne peut être inférieur à 8 et qu'ils doivent être pairs puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. Il est proposé au conseil municipal de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration. D'accord, on passe au vote. C'est simplement la... Donc... Oui, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'en application de l'article L123-7 du Code d'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS est fixé par le conseil municipal, considérant que le nombre de membres ne peut être supérieur à 16 et qu'il ne peut être inférieur à 8 et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par M. le maire. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 10 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par M. le maire. Alors, petite précision sur notamment 2 délibérations importantes, que sont donc la nomination des membres du conseil d'action sociale et de la commission d'appel d'offres, qui est un point qui arrive un peu plus tard. C'est une réflexion que nous avons eue dans la préparation de ce conseil, c'est que si nous appliquions, on va dire, stricto sensu le code électoral, compte tenu des règles de vote et de répartition ensuite des sièges restants, le groupe majoritaire Sympathie Autrement se retrouverait avec 4 élus sur 5. Il y aurait donc un poste réservé mathématiquement pour les 2 groupes d'opposition qui sont formés par 6 conseillers municipaux. Et ce que nous avons proposé, parce que nous nous sommes mis d'accord là-dessus au sein de Sympathie Autrement, c'est de retirer mécaniquement un de nos sièges, aussi potentiels, hein, si on suit le mode électoral et le mode de désignation, de façon à offrir aux 2 groupes d'opposition un siège chacun. J'ai contacté à ce titre, bon d'abord, il y a eu ce débat entre nous au sein de Sympathie Autrement. Tout le monde a convenu que c'était une bonne idée, enfin ça on verra dans le temps, mais c'était judicieux, c'était fair play, et que c'était normal à un moment donné de faire ce choix. Donc c'est valable, enfin on va proposer la même chose pour la résolution concernant la mise en place de la commission des appels d'offres, ce qui permet aussi donc, aux personnes de l'opposition d'avoir un œil sur la façon dont les marchés publics sont désignés à trouver au sein de la commune. Je pense que c'est sain dans un souci de transparence, d'équité, de loyauté vis-à-vis de l'ensemble du groupe et de la population.
Suite à cet échange au sein de Sympathie Autrement, je me suis permis de contacter directement M. Rodolphe Lachès et M. Thierry Lemaire, avec qui on a clairement échangé. J'ai fait part de ce sujet-là, ça a été bien reçu, et ils m'ont tous les deux proposé donc, les noms, de façon à avoir ce scrutin de liste pour donc, le Conseil communal d'action sociale. Je vais repasser, tu as la liste, vous avez la liste, Marianne? Oui, les noms? Bon, c'est moi qui l'ai, je vous la passe. Donc, et en vertu de quoi, je vous laisse poursuivre. Je fais aussi une petite parenthèse, petit point que j'ai oublié. Est-ce que quelqu'un peut bien se porter volontaire pour être secrétaire de séance? Madame Isabelle Godard, donc désignée secrétaire, il faut voter ça, le secrétaire là. Donc l'autorité, suite à la volontariat, Madame Isabelle Godard, secrétaire de séance. Ah oui, il faut la voter d'abord. Oui, alors, avant de passer au vote nominatif des personnes, est-ce que tout le monde est d'accord pour que déjà le nombre de membres du Conseil soit de 10 personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Donc adopter à l'unanimité la composition du Conseil du CCAS est de 10 personnes. Et je passe la parole à notre adjointe en charge du CCAS. Donc, la liste est la suivante: Marianne Michels, Isabelle Luce-Dubas, Éric Giuliani, Virginie Poulizac, Bruno N, Silotte Ramassamy, Nadia Ruas, Stéphane Isry et Thierry Lemaire. Alors, au niveau du vote, là, voilà. Alors, il y a une obligation, je suis désolé, hein, mais il y a une obligation légale. On ne peut pas le passer à main levée, ce vote. C'est un vote à bulletin secret, donc on va vous distribuer des enveloppes avec la liste. Est-ce qu'il y a une autre liste, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre liste candidate concurrente contre la liste que nous venons d'énoncer? Je vous écoute. Oui, par rapport à nos renseignements qu'on s'en battus, il y a Bruno, il y a Bruno Hain qui se proposait. Il est sur la liste. Il est sur la liste. C'est pas ça. Tu peux le remettre. Donc je redis: Marianne Michels, Isabelle Luce-Dubas, Éric Giuliani, Virginie Poulizac, Bruno N, Silotte Ramassamy, Nadia Ruas, Stéphane Isry et Thierry Lemaire. Alors votre question, c'est pourquoi, à mon avis, je prends la idée, pourquoi il y a 2 personnes chez Thierry Lemaire et une chez vous? Parce qu'il y a des titulaires et des suppléants, et que vous m'avez fourni que des titulaires dans les 2 cas. Et j'ai dû demander une deuxième fois pour avoir les noms, parce que, bon, c'est sympathiquement, vous m'avez répondu, monsieur Lachès, mais je ne savais pas pour quelle commission, et donc voilà. Ah, et les suppléants, enfin, C'est les suppléants. Hein. Je veux dire, les suppléants, c'est vraiment des bons secours sur ce sujet-là. Donc je vous propose de procéder au vote. On va vous distribuer donc, les bulletins et les enveloppes. Pardon.
avez la question. C'est Michel Clodin et Rodolphe Lachaise. Chaque fois qu'on va avoir quelque chose avec le jeune Monsieur Lachaise, je pense que... Il n'y a pas de non-veillé, donc c'est la liste.
chacun exprimé. Ma liste est... Il n'y a personne de rien. Délibération numéro 2. Élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Que le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'en application des articles L123-7 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, il est exposé que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS est élu par le conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. Considérant que M. le maire est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste, après avoir entendu et exposé le conseil municipal, procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. La liste des candidats prévus sur la liste a donc été élue et présentée par les conseillers municipaux. Merci à tous. Simon Fom, c'est première délibération, unanimité. Voilà, merci. Je tiens à souligner de votre confiance pour le CCAS. Je vous propose de passer au point suivant, c'est l'élection des représentants de la ville au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, ISDESM. Un petit point là-dessus, donc c'est le syndicat des énergies, c'est un concours, on va dire, du tiers sur lequel nous sommes présents et beaucoup plus actifs pour des raisons tout simplement historiques. Néanmoins, n'étant pas très actif dans ce syndicat, il est utile, judicieux, important que nous y ayons une représentation. C'est pourquoi c'était le cas avant. Donc on recopie le modèle antérieur et je passe la parole à M. Lionel Gaudin, adjoint en charge des travaux, puisque c'est un sujet qui va surtout concerner les travaux et de la finance, le choix d'avoir pour représentant à ce syndicat M. Gaudin et de mémoire c'est Coralie Joblin, adjointe en charge des finances. Le micro. Alors, projet de délibération conseil municipal du 29 juillet 2024. Élection des représentants de la ville au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, le SDEM. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de ce syndicat intercommunal, considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant de la commune auprès du SDEM, considérant que le conseil municipal doit procéder à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués, conformément à l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret, mais à main levée. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité par... Après j'ai un petit point. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée? Oui. Bon. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des contre? Pardon. Est-ce qu'il y a des contre? On répète, a priori non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, donc adopté à l'unanimité. Merci à tous. On passe. Pardon. Ah oui, les noms donc, sont élus assez. Vas-y, Lionel, tu as la. Alors, les élections titulaires, Monsieur Dantec, Monsieur Baudin et Madame Joblin. En suppléant. Titulaire, Monsieur Baudin, suppléant, Madame Joblin. Et premier titulaire, M. Dantec. Il faut passer au vote. On reprend. Qui est contre? C'est bon. Qui s'abstient? Très
Adopté à l'unanimité. On passe à la délibération numéro 4. Donc c'est l'élection des représentants de la ville au syndicat intercommunal pour l'enseignement secondaire du premier cycle. Et je passe la parole à M. Benjamin Régnier, adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires. Vu les codes généraux des collectivités territoriales, vu les statuts de ce syndicat intercommunal, considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la commune auprès du syndicat intercommunal pour l'enseignement secondaire du premier cycle, considérant que le conseil municipal doit procéder à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret, mais à main levée. Au vu du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Est-ce qu'on est tous d'accord pour faire un vote à main levée? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour l'élection du premier titulaire, M. Régnier. Deuxième titulaire, M. Fémy. Élection du premier suppléant, Mme Godard. Et deuxième suppléant, Mme Aubert. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Validé à l'unanimité. Je vous propose maintenant de passer au point numéro 6 de l'ordre du jour. 5, pardon. 5 de l'ordre du jour. L'élection des représentants de la ville au syndicat intercommunal pour les lycées du canton de Dammartin-en-Goël. Là aussi, petite anecdote qu'on a débattue, mais bon, c'est comme ça, c'est un fait. Il se trouve que nos enfants ne vont pas naturellement et mécaniquement sur Dammartin-en-Goël, mais sur une autre partie du secteur. Mais il se trouve que nous sommes toujours donc, membres au syndicat intercommunal pour les lycées du canton de Dammartin-en-Goël. Donc pareil, on reproduit, on continue, on verra ultérieurement s'il est judicieux d'amender ces positions dans le futur. Et je repasse la parole à M. Benjamin Régnier pour les mêmes raisons en qualité d'adjoint aux affaires scolaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de ce syndicat intercommunal, considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 4 délégués suppléants de la commune auprès du syndicat intercommunal pour les lycées du canton de Dammartin-en-Goël, considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret, mais à main levée. Et de l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Est-ce qu'on est tous d'accord pour faire hors secret, enfin à main levée? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on vous propose premier titulaire, M. Régnier, deuxième titulaire, Mme Godard, premier suppléant, Mme Bélin, deuxième suppléant, Mme Aubert, troisième suppléant, M. Gaudin, et quatrième suppléant, M. Arnaud. Qui s'abstient? Qui est contre? À la majorité. Merci. Merci à tous. Je vous propose de passer au point numéro 6, qui est l'élection des représentants de la ville au syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la rivière de la Thérouanne et de ses affluents. Et je passe la parole à Benjamin Fémy, 5e adjoint en charge de l'urbanisme.
Élection des représentants de la ville au syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la rivière de la Thérouanne et de ses affluents. Au vu du Code général des collectivités territoriales, au vu des statuts de ce syndicat intercommunal, considérant qu'il revient de désigner 2 délégués titulaires et un délégué supplément de la commune auprès du syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la rivière de la Thérouanne, considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués, conformément à l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à la désignation du scrutin secret, mais à main levée. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, qui est contre le vote à main levée? Qui s'abstient? Merci. Pour ces élections sont proposés donc en premier titulaire M. Baudin, 7e adjoint en charge des travaux, M. Fémy, adjoint en charge de l'urbanisme, en tant que 2e titulaire, pardon, et en tant que suppléant, M. Is, c'est municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci à vous de nouveau. Je propose de passer maintenant au point numéro 7 qui concerne l'élection des délégués au syndicat intercommunal d'énergie en réseau de Clé-Souilly, le SIER, donc où nous sommes traditionnellement beaucoup plus présents et beaucoup plus actifs. Et je passe la parole à M. Baudin, adjoint en charge des travaux. Projet de délibération au conseil municipal du 29 juillet 2024. Élection des délégués au syndicat intercommunal d'énergie en réseau de SIER de Clé-Souilly. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les statuts de ce syndicat intercommunal, considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la commune auprès du SIER de Clé-Souilly, considérant que le conseil municipal doit procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des délégués, conformément à l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder à la désignation au scrutin secret, mais à main levée. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide. Qui s'oppose à la main levée? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est bon? Ah pardon, alors, élection titulaire, M. Conseil. Élection deuxième titulaire, M. Baudin. Et élection du premier suppléant, Mme Joblin. Et deuxième suppléant, M. Fémy. Je vous remercie. Qui vote contre, alors? Et il faut me dire que je suis pas en train de dire. Qui vote contre? Et qui s'abstient? Adopté, merci. Merci à vous. Je vous propose de passer au point numéro 8, l'élection des représentants du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Donc je répète ce que j'ai évoqué en préambule. Nous avons décidé au niveau du groupe s'appelle autrement d'abandonner un de nos sièges dans cette commission pour le proposer à un des groupes d'opposition. Parce que traditionnellement à Saint-Batu, il y avait on va dire une majorité et un groupe d'opposition. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans la nouvelle configuration telle qu'elle a été définie par les électeurs, nous avons donc un groupe majoritaire et 2 groupes d'opposition. Donc nous avions trouvé que c'était judicieux de procéder ainsi, et d'autant plus sur un sujet aussi sensible que la commission des appels d'offres, qui est important au niveau de notre collectivité. Bien, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres, et ce pour la durée du mandat, considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres du conseil municipal
élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. Consultation faite du code électoral, cette élection peut se faire à main levée si bien entendu nous avons en prérequis votre accord pour le faire. Donc est-ce qu'il y a des gens contre le vote à main levée pour cette résolution? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, ce que nous avons proposé donc, au niveau de la liste des représentants, il y a donc une liste qui est composée des postes de titulaires. Les titulaires seraient, si bien entendu le vote est confirmé, Madame Joblin en tant qu'adjointe en charge des finances, Madame Michels, adjointe en charge du CCAS, Monsieur Isri, conseiller municipal, Monsieur le maire, conseiller municipal, et alors quand je dis Monsieur le maire, c'est pas moi, c'est Thierry le maire, c'est des fois compliqué, mais on peut faire la différence, et Monsieur Lachaise en qualité de conseiller municipal. Dans les suppléants, Monsieur Baudin, adjoint en charge des travaux, Madame Moine en charge des associations et du sport, Monsieur Fémy en charge de l'urbanisme, Monsieur Régnier en charge des affaires scolaires, et puis Monsieur Delporte-Fontaine, conseiller municipal. Est-ce qu'il y a des votes contre la composition de cette liste et l'énoncé que je viens d'en faire? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. La commission d'appel d'offres est nommée à l'unanimité, telle que nous venons de l'énoncer. Ensuite, point numéro 9. Tableau des indemnités des élus. Donc, nous avons repris plus ou moins la même chose que ce qui se passait précédemment, à quelques bémols quand même. C'est que d'abord, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il était important de capter, on va dire, l'enveloppe générale qui était disponible. Nous avons décidé de rémunérer donc, le maire de façon tout à fait classique et les 8 adjoints. Ça ne veut pas dire que dans un futur proche, mais là on est en prise de fonction, il n'y aura pas des conseillers municipaux délégués sur des thématiques bien particulières quand celles-ci se présenteront à nous et que les personnes seront véritablement, j'insiste, véritablement investies sur ces sujets. Et à ce moment-là, puisqu'on a tout l'intérêt d'avoir l'enveloppe maximale de capter, la rémunération des conseillers municipaux délégués se fera en réduisant la rémunération des adjoints et la rémunération du maire au prorata de ce qui sera prévu et du nombre de conseillers délégués. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet et donc je vous propose de passer la lecture du projet de délibération, sauf s'il y a des questions là-dessus. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux maires, aux adjoints, aux maires et conseillers, étant entendu que ces crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus. Ce sont des sujets, comme je l'ai dit, qui sont extrêmement encadrés par la législation. Considérant que pour notre commune, le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,
considérant que l'enveloppe globale maximale autorisée indemnité maximale du maire soit 55% de l'indice brut terminal moins plus total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation, soit 22% de l'indice brut terminal et de 2260,79 € plus 7234,56 €, entre parenthèses 904,32 fois 8, égale 9495,35. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe les indemnités des élus au montant suivant. Bénéficiaire, le maire, 55%, majoration éventuelle selon le cas, canton 15%, arrondissement 20%, département 25%, donc là il n'y a rien du tout, et total 55%. Bénéficiaire du premier adjoint au 8e adjoint, indemnité allouée au pourcentage de l'indice brut terminal 22%, pourcentage ensuite de variation 0, total 22%. Enveloppe globale utilisée 2260,79 plus 7234,56 égale 9495,35. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, abstention, 1, 2, 3, 4, 5, il y a des pouvoirs, c'est 5 en tout. Hein. D'accord. Un autre pouvoir, donc 6. Donc 6 abstentions. Et donc adopté à la majorité. Je vous remercie. C'est pas mal jusqu'à présent l'unanimité, là, tout d'un coup. Bon. On passe au point numéro 10. Création d'emplois non permanents au titre de l'accroissement temporaire d'activité. Alors, petit propos, là c'est pour M. Régnier, d'ailleurs il doit s'en occuper. Sur toutes les créations de postes, ce ne sont en fait pas des créations. C'est qu'on on se rend compte, alors on commence à regarder, à étudier un petit peu la structuration du personnel communal qui comporte environ une centaine de personnes, dans lequel vous avez des fonctionnaires, vous avez des contractuels de droit privé et vous avez des... Alors dans les fonctionnaires, vous avez des titulaires, vous avez des stagiaires et dans les contractuels, vous avez des CDI et vous avez des CDD. Donc, les CDD, il faut les renouveler, c'est pas parce que la mission forcément est terminée. Donc, toutes les propositions que vous avez ici dans ce conseil sont en fait des renouvellements, même si juridiquement, légalement, elles portent le titre de création d'emplois non permanents. Ce sont des gens qui travaillent et qui travaillaient, sauf une personne au CCAS qui est le remplacement d'une collaboratrice qui était en alternance et qui quitte la commune de Saint-Mathieu et qu'il convient de remplacer par une autre alternante de façon à prêter main forte au CCAS dont on va vous parler après. Je passe la parole à M. Régnier. Donc, création d'emplois non permanents au titre de l'accroissement temporaire d'activité, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 84-53 du 26 juillet 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, du 26 janvier, pardon. Vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Considérant qu'il s'avère indispensable de renforcer les effectifs à l'activité du service public, considérant les résultats des élections municipales tardives, le délai étant trop court pour réunir le CST avant le 31 juillet 2024. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création d'emplois non permanents au titre de l'accroissement temporaire d'activité pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, à savoir création d'emplois non permanents à temps plein pour accroissement temporaire d'activité, un poste d'adjoint d'animation, un poste d'adjoint technique, création d'emplois non permanents à temps complet pour accroissement temporaire d'activité, non complet, pardon. 6 postes d'adjoint d'animation à temps non complet, en 25-35e, sur la base d'un temps plein de travail annualisé.
fonction des nécessités de service et après accord de la direction. Donne tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente et précise que la dépense sera inscrite au budget. Qui s'abstient? Qui est contre? Validé. Merci. Désormais, on passe au point numéro 11, création d'emplois occasionnels de non permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi du numéro 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, considérant qu'il s'avère indispensable de renforcer les effectifs à l'activité du service public, considérant les résultats des élections municipales tardives, le délai d'entre-cours pour réunir le CST avant le 31 juillet 2024. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, afin d'avoir délibéré, approuve la création d'emplois occasionnels non permanents pour l'année scolaire du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 comme suit. 5 agents vacataires titulaires du BAFA ou non, recrutés principalement pour assurer l'encadrement de la pause méridienne, 8h40 hebdomadaires pendant les périodes scolaires, un agent traversé des écoles, un agent administratif polyvalent et un agent pour assurer l'entretien ménager des bâtiments communaux, en fonction des nécessités de service et après accord de la direction. Donne tous les pouvoirs à Monsieur le maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente et précise que la dépense sera inscrite au budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci pour eux. Bien, je vous propose de passer au point numéro 12, qui est la création d'un poste en contrat d'apprentissage. Et je passe la parole à Marianne Michel. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu le Code du travail et en particulier les articles L6211-1 et suivants, les articles D6211-1 et suivants, vu la loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, vu l'ordonnance numéro 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle, vu les décrets numéro 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Vu les décrets numéro 2020-786 du 26 juin 2020 relatifs aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, voir article L6221-1 du Code du travail, l'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolues d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre, considérant que la rémunération est versée à l'apprenti en
en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Considérant qu'il revient à l'Assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, considérant les résultats des élections municipales tardives, le délai trop court pour réunir le CST avant le 31 juillet 2024, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de recourir au contrat d'apprentissage et autorise l'autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d'un apprenti conformément au tableau suivant. Service d'accueil de l'apprenti CCAS, formation de l'apprenti agent social, diplôme ou titre préparé, BTS services et prestations du service sanitaire et social pour une durée de formation de 2 ans. Donne tous les pouvoirs au maire pour signer tous les actes à intervenir en vue de la bonne application de la présente et précise que la dépense sera inscrite au budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au point numéro 13. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est le gros pavé que vous avez reçu dans votre convocation qui est le budget détaillé et qui en fait ne donne pas lieu à un vote puisque ce budget a été mis en place par le préfet sur proposition de la Chambre régionale des comptes suite aux conseils municipaux du mois d'avril qui devraient normalement valider auquel était présenté, proposé le budget, et le budget n'ayant pas été voté, approuvé, c'est ce qui a provoqué derrière donc, la saisine par le préfet de la Chambre régionale des comptes et la mise en place d'une proposition de budget. Alors, les comptes de la commune, puisque pour établir un petit peu un certain nombre de choses qui peuvent circuler à droite et à gauche, ne sont pas sous tutelle. Les comptes de la commune ne sont pas sous tutelle, simplement n'ayant plus d'orientation budgétaire décidée par le conseil municipal à l'époque. Donc c'est la Chambre régionale des comptes qui a dit, ben voilà, pour que la commune de Saint-Pabu fonctionne, il faut à peu près que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc aujourd'hui, d'un point de vue strictement légal et régulier, on ne demande pas de voter, on ne le propose même pas, on exige simplement que le nouveau conseil municipal installé prenne acte du budget qui a été mis en place par le préfet sur proposition de la Chambre régionale des comptes. Ce qu'il faut que nous ayons tous à l'esprit pour une question de grands équilibres, il ne s'agit pas d'aller faire du ligne à ligne. Alors il y a des choses qui ont été peut-être un peu compliquées parce que on a dû transférer de la matrice de la CRC et du wording d'écriture de la CRC dans une matrice strictement légale. Donc les chapitres restent identiques dans les volumes, mais le ligne à ligne, on ne s'y retrouve pas forcément spécialement. Ce qu'il faut que chacun dans cette assemblée ait à l'esprit, c'est pour l'instant les grands équilibres. Quels sont-ils? La commune, pour fonctionner, donc je parle de recettes de fonctionnement uniquement, l'investissement c'est autre chose, c'est du one-shot, l'investissement. C'est comme dans un foyer, vous achetez une maison, vous l'achetez, je ne sais pas, vous n'en achetez qu'une dans le vie, mais enfin, vous n'en achetez pas toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc sur les recettes de fonctionnement, nous avons à peu près 6 900 000 € qui proviennent à hauteur de 1,3 million à peu près de dotations de l'État et de différents organismes d'État, et 5 millions qui proviennent des impôts locaux prélevés, levés auprès des Patusiens sur la commune. Et la petite différence, parce que bon, certains s'amusent, vient de recettes diverses qui viennent compléter le solde que je viens de vous dire, donc qui est de 6,3 millions pour arriver à 6,9 millions, il y a à peu près 500 000 à 600 000 de recettes diverses annexes, c'est bien ça, qui viennent fournir les recettes de fonctionnement. En face,
Nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont aux alentours de 6,4 millions et il y a un report favorable pour cette année possible qui serait aux alentours de 500 kg. Charge à notre conseil municipal de décider le moment venu de l'utilisation de ce report qui peut venir diminuer la dette, servir une autre catégorie de dépenses, de besoins que nous pourrons éventuellement identifier au moment venu. Sur la ventilation, les dépenses de fonctionnement, je reste toujours dans les grands équilibres pour que tout à chacun se fasse un ordre d'idée du fonctionnement de la commune. Vous avez 3 600 000 € qui sont consacrés aux frais personnels, en coût complet, charges patronales, primes, etc. incluses. Vous avez 2 millions à peu près qui partent en charge à caractère général. Vous avez 500 kg, donc un demi-million qui part en autres charges de gestion courante. Et vous avez 175 à peu près KE, donc 175 000 € qui partent en intérêt de la dette. Je n'ai pas dit en remboursement de la dette, en intérêt de la dette, c'est pas tout à fait pareil. Ce qui donne un total de 6 millions 4, 6 millions 5. Donc voilà grande masse les éléments de fonctionnement, les marges de manœuvre de la commune. Je vous propose même pas de passer au vote, puisque ce n'est pas un vote, mais simplement d'entériner, de prendre acte ce qui nous est demandé donc, par la préfecture, présentation du budget primitif principal exercice 2024 arrêté par le préfet de Seine-et-Marne, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral DRCL/VFL/CD/2024-063 en date du 4 juin 2024, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal prend acte de la présentation du budget primitif exercice 2024 arrêté par le préfet de Seine-et-Marne, annexé à la présente délibération. Monsieur Thierry Lemaire. Merci de me donner la parole. Je vais simplement intervenir par rapport à ce point. Il est dommage qu'il n'y ait pas de vote, parce que exceptionnellement, vous auriez eu des conseillers de l'opposition qui auraient voté favorablement à ce budget. Pourquoi? Parce que ce budget, c'est le budget de la CRC, qui, après plusieurs semaines de travail sur le budget, ce qui avait été rendu, par la copie qui avait été rendue, en fait, c'est un copier-coller du budget que moi j'avais proposé initialement à M. le maire, l'ancien maire, et qui avait été rejeté pour les raisons qu'on sait, puisqu'il voulait y intégrer un terrain de foot et que c'était pas bien. Donc voilà, donc pas de vote. En revanche, on sera vigilant sur la suite que vous donnerez lors des futures décisions modificatives, notamment sur des lignes comme les frais de représentation, qui ont fait débat pendant la campagne. Et à ma opposition par rapport à ça, j'ai aussi vu sur des lignes de fluides notamment qui sont revues à la baisse. Des lignes des fluides, l'énergie, tout ce qui est énergie, qui sont revus à la baisse par rapport au budget de l'année dernière. Donc j'ai pas les chiffres de la consommation effective qu'on verra dans le compte administratif. Mais là aussi, il y aura une grande vigilance à avoir parce que clairement, il manque pas de budget sur ces lignes-là. Merci de ces précisions, monsieur le maire. Plusieurs choses. Donc, la baisse des fluides, on va en parler après parce que j'ai des questions diverses, mais on a quelques vols de cuivre en ce moment, donc les fluides devraient baisser, malheureusement. Concernant les frais de représentation, il n'y en a pas. C'était un engagement que nous avions pris dans notre campagne. On est en train de mettre au point avec les services, c'est une discussion que je dois avoir avec la direction des finances publiques à Meaux, comment on fait, parce que je
pas non plus financer sur les fonds propres tout, mais voilà, pour trouver un système avec des motifs, des machins, etc., ça va se faire. Le véhicule qui était affecté à M. Peinturier, donc le précédent maire, a été restitué. Il se trouve dans la cour de service du service technique. Il sera utilisé en tant que de besoin pour des déplacements liés à la charge et à la fonction. Voilà, il est possible, je veux dire, j'ai rendez-vous le 1er hameau. Il est possible que je l'essaye pour la première fois. Après, il faut que je vois au niveau carburant comment il a été chargé, parce que on a vu qu'il y avait pas mal de factures de gasoil pour un véhicule essence. Donc il faut que je vérifie qu'il n'y ait pas eu d'erreur, si vous voulez, dans le chargement de ce véhicule. Donc voilà les deux, voilà si vous voulez, sur les deux principes. Et puis bien entendu, oui, on va s'efforcer de faire les choses correctement, d'être vigilant sur les décisions de modification de budget en fonction de ce qui sera nécessaire et prioritaire. On suit le bon de commande qui est celui que nous avions proposé aux Platusciens et pour lequel ils nous ont, je dirais, délivré leur suffrage. Voilà. Point numéro 14, qui est aussi la même chose et la reproduction du point précédent, puisque nous avons, en fait, sur la commune, nous avons 3 budgets. Donc il y a le budget communal général, il y a le budget du centre médical, et puis il y a, d'un point de vue légal, à part le budget du CCAS. Donc en ce qui concerne, cette fois-ci, c'est le centre, le pôle médical. Donc projet de délibération du conseil municipal du 29 juillet 2024, présentation du budget primitif annexe au centre médical, annexe du centre médical des sources, exercice 2024, arrêté par le préfet de Seine-et-Marne. Donc vu le code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral DRCL/BFL/CB 2024-063 en date du 4 juin 2024, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal prend acte de la présentation du budget primitif annexe du centre médical des sources, exercice 2024, arrêté par le préfet de Seine-et-Marne, annexé à la présente délibération. Pas de vote sur ce sujet. Est-ce que je vais passer aux questions du public? On en a reçu beaucoup puisque nous avons déverrouillé le système qui contingentait, on va dire, un petit peu avant les choses. Est-ce que, avant de passer aux questions du public, il y a des questions des conseillers municipaux? Monsieur Lachès. Alors, Monsieur Dantec, Madame Michels, vous voilà désormais installés respectivement au poste de maire et de 8e adjointe en charge du centre communal d'action sociale. Vous héritez donc d'un chaos organisé par l'ancienne équipe Agir pour Saint-Bacchus, qui n'écoutait absolument pas les envies, les besoins de nos chers concitoyens. Ma question est simple, elle consiste à vous demander si vous allez créer une ABS afin de mettre en place de manière convenable et logique votre bon de commande. Selon les retours de celle-ci, comme l'indiquent les recommandations du décret R 2016-824 et de l'article R 123-1, alinéa 1 et 2 et 3. Alors, on étudie actuellement effectivement le sujet parce que ça n'a pas été fait. Ça a été, comment dire, ça a été dessiné à un moment donné par Madame Riondel, puis abandonné. Et donc, oui, c'est une obligation légale, donc oui, nous allons respecter la loi et on va s'y mettre. Alors, on n'a pas, je vous avoue, 15 jours, on n'a pas le temps, mais on va s'en occuper. Oui. Alors, pour tout le monde, juste que c'est un genre de bilan social pour étudier notamment à l'échelle du territoire et des habitants quelles seraient les attentes
et donc ce qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre au niveau de la commune pour satisfaire les attentes et les besoins en matière de social sur le territoire. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur le maire. J'avais une question tout à l'heure. Vous avez fait la présentation du tableau avec les indemnités des différents élus. Et je souhaiterais savoir par rapport, ensuite il y avait différents points dans l'ordre du jour, par rapport aux délégués par contre. Est-ce qu'il y a des indemnités que vous avez prévues par rapport aux différents délégués? Alors je reprécise ce que j'ai dit. On a au niveau du Conseil décidé et vous avez proposé de valider ce que vous avez accepté, donc l'enveloppe d'indemnité du maire et l'enveloppe d'indemnité des adjoints. J'ai dit ensuite qu'en fonction des thématiques qui viendraient à se présenter et en fonction de l'investissement, de la compétence, de l'investissement globalement du conseiller municipal en question, il y aura des conseillers municipaux délégués en fonction des thématiques. Ce que je ne veux pas et qui se faisait avant, c'est qu'on inventait des thématiques. Alors la loi, je vous dis, elle est assez simple et assez bien faite, c'est-à-dire que par exemple, quand on a un adjoint, je vais prendre le cas par exemple de Madame Moine, qui est adjointe aux loisirs et aux associations. D'accord ? Je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de voter pour la mise en place d'un conseiller municipal, par exemple, qui serait l'adjoint de l'adjoint sur une de ces thématiques. On ne peut déléguer un conseiller municipal que sur une thématique qui n'est pas couverte par un des adjoints. Donc, dans le précédent conseil municipal, je me suis fait communiquer les thématiques qui étaient en place. Il y avait des adjoints qui étaient en charge de la fiscalité. On va passer l'identité de l'adjoint en question, mais je ne suis pas sûr que ce soit le domaine qu'ils connaissent le mieux. On avait des adjoints qui étaient en charge des relations extérieures. On n'est quand même pas frontalier, enfin si, de l'Oise, mais je veux dire, on n'est pas en Alsace ou dans le Rhône-Alpes, à côté de la Suisse. Voilà. Donc on avait des adjoints en charge de... Oui, relations intérieures aussi, on avait un adjoint en relations intérieures, ouais. Pas un adjoint, un conseiller municipal délégué aux relations intérieures. Bref, on avait distribué comme ça, histoire d'acheter la paix sociale, des rôles bidons. Et moi, je me refuse de nommer un conseiller municipal, l'un aux orties, l'autre au pissenlit, le troisième à la soupe à l'oignon. Voilà, parce que je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais pour le faire, il faut vraiment qu'on ait une thématique qui ne soit pas couverte et prise en charge par le chapeau, si vous voulez, la tête de chapitre des adjoints. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non. Bon, je vous propose de passer en lecture les questions, sachant qu'il y a certaines qui reviennent, parce que vous les avez posées aussi par écrit sur le site de la mairie. Donc, n'envoyez pas si des fois on passe les deux. Bonjour, envisagez-vous de proposer aux jeunes des aides pour le permis ou le BAFA en échange de quelques heures de travail au sein de la municipalité? C'est question de monsieur ou madame Palerme, Pat, 25 rue de la Pérouane. Patricia, pardon. Alors, ça existe déjà, notamment pour le permis. Il faut se renseigner au CCAS, donc auprès des équipes. Voilà, donc ça existe au CCAS, il y a déjà des gens en attente. Par contre, pour le BAFA, non, il n'y a rien pour l'instant qui a été prévu à cet effet. Et au niveau du permis de conduire, ça existe, c'est possible, il suffit d'actionner la bonne personne, la bonne sonnette. Alors, une dame se prénommant Sabrina, voilà,
c'est vous. À partir de septembre, la commune... Ah oui, non, celle-là, vous ne l'avez pas posée oralement, elle est faite par écrit. Intéressant, et c'est un vrai sujet. À partir de septembre, la commune va perdre 3 de ses agents de la police municipale. Comment avez-vous prévu de pallier à ces départs nombreux et sur quelle échéance? Alors oui, on va perdre 3 des policiers municipaux, ils sont 4 aujourd'hui. C'est un sujet. Ce départ n'est pas lié à l'élection municipale et au changement de majorité comme il a été à un moment donné prétendu. Ce sont des demandes de mutation qui ont été initiées depuis 3 ou 4 mois avant les élections. Je ne raconte pas de bêtises, ça m'intéresse. Les agents municipaux, policiers municipaux en question que j'ai rencontrés dans les tout premiers jours, et même les toutes premières heures de ma prise de fonction et de notre prise de fonction, et j'ai passé quelques fractions de nuit avec eux sur un autre sujet qui va venir, parce qu'il y a quelques questions sur les gens qui font du caravaning sur notre territoire. Bon, c'est un vrai problème, ils ont demandé leur mutation ailleurs pour des raisons, les uns c'est l'horaire, d'autres c'est le rapprochement kilométrique, troisième c'est l'ambiance de travail, etc. Il y a sur la police municipale en France et en Île-de-France en particulier un véritable mercato. C'est quasiment comme le football à petite échelle. Donc on a lancé les recherches traditionnelles pour récupérer du monde. On va travailler avec, donc bien entendu, Lionel Arnaud, donc, qui est l'adjoint en charge de la sécurité, sûreté, salubrité, et le groupe de travail, parce que particularité, donc je ne sais pas, mais je crois que vous avez été invité à participer à un groupe de travail sur les sujets de sécurité, dans lequel on a Stéphane Isry, on a Olivier Eliassin, c'est ça? Je ne comprends pas, c'est bien dans celui-là, et puis 2 ou 3 autres personnes. Monsieur Thierry Lemaire est dans le groupe de travail, Monsieur Rodolphe Lachaise aussi, voilà. Et puis Aurélie aussi. Bon, je ne connais pas la composition de tous les groupes de travail, mais voilà, on a demandé que chaque adjoint travaille d'abord avec son binôme administratif et monte un groupe de travail dans lequel on associe systématiquement les groupes d'opposition et éventuellement même de la population pour des questions de sensibilité particulière à une thématique particulière. Voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les remplacer. On sait quand est-ce qu'ils s'en vont physiquement. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir les remplacer, ni dans quelle configuration exacte, mais le groupe y travaille. Et vous aurez les premières informations avec votre policier qui sera au premier rang là-dessus. Madame Maléjac, de nouveau, les indemnités des élus, donc ça j'ai répondu, je ne recommence pas. Madame Maléjac, de nouveau. Oui, les types d'emploi, j'ai répondu sur les types d'emploi aussi, voilà, c'est bien. Et Christian Cardot, côté de Mermoz, donc le quartier des aviateurs. Président du club des anciens, je dirais. Depuis quelques années, des personnes extérieures à Saint-Patu devaient avoir une carte d'accès aux infrastructures qui était facturée 40 €. Est-ce que cette disposition continuera à partir de septembre prochain? Je proposerai bien à Madame Nathalie Moine d'y répondre, parce que je sais qu'elle y travaille avec Michel Coudin, avec d'autres personnes en ce moment. Et puis, voilà, Nathalie, oui. Non, cette carte sera supprimée d'accès et à 40 €. Par contre, là, on commence à mettre en place un groupe de travail. Donc, si l'opposition veut en faire partie, il ne faut pas hésiter à me le dire. Ou, voilà, parce qu'en fait, il va falloir réfléchir à une nouvelle modalité pour les subventions. Donc, il va falloir y travailler. Tout en maintenant bien sûr les subventions qu'il y a à peu près aujourd'hui sur la commune. Donc ça serait intéressant d'avoir aussi vos avis sur cette question et vos perspectives. Donc il ne faut pas hésiter.
Alors, un petit complément pour ma part là-dessus. Effectivement, la carte va être revue. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas forcément choquant. Alors après, ça peut être du cas par cas selon les associations, selon l'utilisation des locaux, machin, mais c'est pas choquant que les Pathusiens qui payent déjà à travers leurs impôts un certain nombre d'équipements payent moins cher l'adhésion éventuellement à un club que quelqu'un de l'extérieur. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'activité. Je sais qu'il y a un gros travail qui est en cours au niveau de la direction financière de la commune pour essayer d'évaluer sur chaque typologie d'association l'utilisation des locaux et le coût économique, si vous voulez, qu'on a sur la commune. C'est vrai qu'un club qui fait de la marche, comme j'en ai croisé à l'entrée de la mairie un matin quand j'arrivais, avec qui j'ai pu échanger un petit peu, la marche, voilà, c'est pas le sujet. Ils peuvent marcher autant qu'ils veulent, les chaussures c'est eux, les avions c'est eux, les routes, bon, c'est la collectivité, mais bon, elles seront toujours là et c'est pas le problème. Après, il y a d'autres associations au niveau de la commune qui sont des gros consommateurs de plein de choses, de locaux, d'énergie, voilà, où ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on est en train d'essayer de mettre ça à peu près au clair. Et un travail qui est fait par le groupe de travail qu'anime Nathalie Moine, et aussi d'avoir après quelque chose de cohérent, si vous voulez. Moi, je n'ai de cesse que de répéter aux équipes, que ce soit, et ça a été encore le cas aujourd'hui à 2 reprises, sur les histoires de salaires, de primes, de subventions aux associations, le papier sur lequel on travaille, on doit pouvoir l'oublier sur la photocopieuse. Il doit pouvoir tomber d'une serviette, ça doit pouvoir être expliqué. Le problème dans une collectivité telle que la nôtre et d'autres, c'est si jamais un tel papier tombe et qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi machin a ça et pas machin. Ou alors l'explication elle pose vraiment problème. Donc, voilà ce que je souhaite éviter pour l'avenir, et quel que soit le domaine, que ce soit l'associatif, l'interne et autres. Point suivant. Ma question concerne l'aménagement de la commune. Ah oui. Ouais, là, je suis désolé, la personne qui a posé cette question va être extrêmement frustrée, comme je l'ai été moi-même en lisant les éléments, enfin en collectant les éléments de réponse pour ce soir. Moi, j'ai découvert la question il y a juste ce matin. Donc ma question concerne l'aménagement de la commune et plus particulièrement les arrêts de bus à travers la commune. À ce jour, il me semble que les travaux d'aménagement sont loin d'être finis, avec des fourreaux de connexion écrasés, traînant sur les trottoirs et un nombre d'écrans d'information et d'abribus insuffisant. Je n'ai pas de date exacte de début des travaux, mais cela commence à dater. Est-ce que quelqu'un gère le suivi au niveau de la commune, dans l'interrogation? Quand les habitants de la commune pourront-ils profiter d'installations finies, d'écrans d'information et d'abribus pour se protéger des intempéries? Si je vois quelques exemples en photo, merci d'avance pour votre réponse, c'est M. Alain Rioux. Donc, je ne mets pas les photos, vous êtes tous des usagers de la commune, vous avez pu constater ce que ce monsieur décrit. C'est effectivement pas normal, donc quand je me suis inquiété de ça, on m'a dit ah bah oui mais ça c'est la communauté de communes, et on a appelé donc le responsable des travaux de la communauté de communes qui n'est pas là et qui répond pas à ce jour. Voilà, donc on va le relancer. Bon, la question est toute fraîche aussi. Et puis on est dans une période, si vous voulez, où c'est pas toujours très simple d'avoir les réponses des responsables, puisque il y a globalement la moitié des équipes de partout qui sont en congé à cette heure-ci, et puis l'autre moitié va partir dans quelques jours. Madame Maléjac, à nouveau, mais je vais la lire quand même, parce que c'est une question cette fois-ci que vous n'avez pas posée, à laquelle il n'a pas été répondu. Est-ce que vous avez une visibilité sur la réouverture du vestiaire qui a été fermé sans explication il y a de cela quelques mois déjà? Et je passe la parole à Madame Michel, qui est à la fois la créatrice du vestiaire et qui en est aujourd'hui la responsable via le CCAS, puisque c'est un service, une structure qui dépend du CCAS.
Donc effectivement, je ne peux pas vous donner d'informations sur le pourquoi de la fermeture du vestiaire, puisque l'on n'y était pas, donc à part les démissions, je ne sais pas. Jusqu'à ce soir, de toute façon, le CCS n'était pas encore formé, mais on travaille sur tous les dossiers et le vestiaire en fait partie. Donc pour avoir moi-même créé le vestiaire en 2008, lorsque j'étais en charge du CCS et pour avoir fait fonctionner ça pendant 12 ans, je suis celle qui peut vous en informer et vous dire que nous avons une forte réflexion sur la continuité du fonctionnement de ce service tel qu'il était avant sa fermeture il y a quelques semaines. Je vous rappelle que le CCS a pour vocation d'aider les personnes en situation précaire, habitant sur la commune de Saint-Pathus et par conséquent le vestiaire également. Dernièrement, ce n'était plus le cas, puisque des gens venaient de partout, Longperrier, enfin d'un petit peu partout. Je vous indique, comme vous le savez sûrement, que le vestiaire c'est donc un lieu social, et en plus ce n'est pas un supermarché. Donc les choses sont en cours, nous avons de plus suffisamment de bénévoles pour procéder à sa réouverture en septembre, mais avec des modifications. Voilà. On retrouvait beaucoup des vêtements du vestiaire sur les brocantes aussi. Oui, tout à fait. Un vrai succès. Un vrai succès commercial, mais il y a peut-être. Non, mais on verra quand on en discutera, mais il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette espèce de préférence territoriale qui est de dire les Pathusiens, c'est vestiaire, les non-Pathusiens, c'est mais payant. Mais et ça permet, voilà, et ça permet de financer aussi, d'améliorer le service. Voilà. Donc, je ne suis pas opposé à ça. On est plutôt pour, on travaille là-dessus. On m'a dit que j'étais un mania de l'immobilier, mais j'ai passé plus de temps à diriger des centres commerciaux, donc les boutiques de fringues, c'est un truc que je connais un peu. Voilà, mais c'est non, mais merci pour la question, c'est important, c'est vrai, c'est un truc qui plaisait. Je me rappelle, je sais que ma famille en a on a déposé beaucoup de choses au vestiaire, et c'est pratique, c'est génial, notamment quand on a des enfants et des enfants qui grandissent. C'est un vrai problème pour les familles de se réapprovisionner tous les 6 mois en vêtements à la bonne taille. Question de monsieur madame Steven Boyer, quartier de la Marne. Alors, serait-il possible d'instaurer le paiement par CESU du périscolaire? En effet, cela permettrait à plusieurs familles d'être moins impactées par le coût de la cantine et du centre aéré. Merci par avance pour votre réponse. On peut regarder le débat qui a eu lieu cet après-midi avec la direction financière. C'est pas très simple, ça nous coûte d'abord du temps supplémentaire, ça nous coûte de l'argent supplémentaire, ce paiement par CESU. Il faut, pareil, ça me donne l'occasion de préciser quelque chose, c'est important de l'avoir à l'esprit. Aujourd'hui, on a pour 40 000 € de sommes non perçues au niveau du périscolaire et accessoires. C'est-à-dire des familles qui utilisent la cantine, le centre aéré, la garderie, enfin, tout ce qui est périscolaire, etc. et qui doivent, non pas chacune, mais tout ensemble, en cumulé depuis le début de l'année, nous avons 40 000 € dehors à recouvrir. Donc, c'est des choses qui vont être regardées aussi par l'adjoint en charge du périscolaire, en lien avec les équipes qui gèrent le recouvrement et puis la direction financière. Ça nous fait un petit sujet de travail supplémentaire. Monsieur David, on va dire David, rue du Plessis. Quand allez-vous nettoyer les ordures laissées par les gens du voyage? Point d'interrogation. Quelles mesures allez-vous prendre pour empêcher l'installation sans autorisation des gens du voyage? Alors, parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire, y compris, j'ai vu, on a rapporté sur les réseaux sociaux des allocutions de gens qui ont dit que le maire avait empêché la police d'interdire l'accès
des terrains aux gens du voyage et ensuite leur avait apporté des câbles électriques pour se brancher et des tuyaux d'eau. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça ne s'est même pas du tout passé comme ça. Bon, les gens du voyage, c'est compliqué. Je ne souhaite pas m'exprimer dans le détail au sein de ce conseil sur un tas de petites choses autour des gens du voyage, d'abord parce que le conseil est public, parce que eux-mêmes doivent peut-être nous regarder ou nous suivre. Toujours est-il, et ça a été très clair avec eux, ça a été très clair avec les forces de l'ordre, ça a été très clair avec la préfecture, avec toutes les associations qu'ils savent mobiliser, y compris leurs avocats. Et nos équipes le savent parce qu'il y a eu plusieurs coups de fil. Monsieur le maire, est-ce que vous acceptez de prendre machin au téléphone? Bon, et puis je peux être un peu plus énervé que je le suis ce soir en parlant de ça avec eux. On ne favorisera pas l'implantation des gens du voyage. Maintenant, on est, je veux dire, bloqué par la loi, on est bloqué par un certain nombre de choses, mais donc je n'entends pas favoriser l'accueil des gens du voyage. Je ne dis pas que ultérieurement nous n'allons pas réfléchir, en tout cas on ne s'interdira pas de réfléchir à une aire d'accueil normée classique des gens du voyage, parce que si on n'arrive pas à les bloquer, et aujourd'hui on n'arrive pas, hein, je veux dire, on a assisté à des scènes avec demande de pièce d'identité, puis le mec il hausse les épaules, il dit j'ai pas de pièce d'identité, puis je m'en vais. Il y avait quand même quelques uniformes sur place, quoi. Donc voilà. Donc on peut fracturer aujourd'hui un terrain, se brancher, fracturer une armoire électrique, fracturer de l'eau. Bon, après c'est des procédures complexes, etc. Nous ce qu'on a fait, c'est on est jeunes. On réduit l'espace au maximum de passage, ce qu'on a fait sur la zone sauvage qu'ils ont envahie du côté de Charles Perrault. Donc on leur facilite vraiment pas la tâche, de ce point de vue-là, mais on est obligé de rester dans la légalité, ou alors c'est moi à titre vraiment personnel, pas seulement dans mes fonctions de maire, mais au-delà, qui me met directement en risque avec des condamnations pénales très très lourdes, y compris de la prison ferme. Voilà, donc je n'ai pas spécialement envie, ça ne sert pas forcément à grand chose, donc on va se contenter du légal. Alors le légal c'est plus long, hein, bon, c'est comme ça, mais en France c'est un pays très sophistiqué, mais oui c'est une vraie plaie, oui j'avoue, ils sont emmerdants, mais je ne vais pas leur mettre des peines et je ne vais pas non plus leur offrir des coups de fil pour les gamins pour aller à Disney. Voilà, donc c'est très clair, on réduit l'espace. On ne leur facilite pas la tâche, et puis la seule chose qu'on leur facilite, c'est quand ils me disent je voudrais partir. Ouais, à ce moment-là, j'envoie des services techniques et puis les équipes de sécurité, d'APM, pour ouvrir le passage, pour laisser partir les caravanes, et derrière on referme. Puis après, on va voir quand ils sont partis, quelles mesures on prend. Donc ça, c'est sur Charles Perrault. Sur Carrefour, Colruyt, enfin ce qu'il en reste, on est sur un terrain privé, donc à la rigueur, on n'a même pas le droit d'intervenir. Les ordures et tout ça, c'est compétences Comcom. Toute la zone d'ailleurs est sous compétence communauté de communes. Donc je ne vais pas jusqu'à dire qu'on n'est que spectateur de la situation, mais c'est un peu ça. Et je vous avoue que mon sujet aujourd'hui est plus côté Perrault que côté Colruyt. Excusez-moi, monsieur le maire, je peux intervenir? Je vous en prie. Je suis la maman de Brian de la Reine-Saint-Denis, qui est à la station de lavage à Saint-Patus. Oui. On est envahi. Jusqu'à la rentrée de la station, il y a des déchets. Je sais. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour nous aider? À part amener un tractopelle et puis pousser les déchets et ensuite morceau par morceau les évacuer, ce qui a été fait avant, et puis contacter. Alors si, ce que je vais pouvoir faire, et ce que j'ai l'intention de faire assez vite, mais là j'ai pas vraiment eu le temps ces derniers temps, c'est de contacter le propriétaire du terrain, qui a changé. Alors j'ai appris qu'il avait changé très récemment en plus, enfin il y a quelques mois. Ça, il faut que je demande à Brian, mais comme il est en déplacement, je ne sais pas. Mais j'ai rencontré votre
fils et sa compagne. J'ai discuté avec eux, je suis, malgré la situation et l'environnement, je reste client de cette station de Laval à titre personnel. Voilà, ce qui me permet d'avoir un petit coup d'œil sur ce qui se passe aussi au niveau du camping. Donc c'est contacter le propriétaire du terrain, voir, et puis le jour où, parce que ça va être évacué à un moment donné, donc le jour où c'est évacué, c'est de sécuriser vraiment les choses pour que ça ne se reproduise pas. Et puis je vous dis, étudier alors avec l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table, la mise en place d'une aire d'accueil pour les gens du web, de façon à ce qu'on soit là absolument irréprochable, et que la moindre tentative de pénétration ou pénétration sur un terrain privé, c'est une évacuation sous 48 heures. Et c'est manu militari. Aujourd'hui, c'est délicat. C'est délicat, et c'est d'autant plus délicat, si vous voulez, on est très pénalisé par un autre truc, c'est que vous avez une très grosse aire de voyage à Sainte-Foy-les-Vignes, qui a été fermée pour des raisons de sécurité à cause des JO. Et ça, bah oui, parce que à côté, sur la base de Chapine, vous avez des épreuves olympiques. Partout. Et donc, la préfecture a pris, comme à Paris, aujourd'hui, moi j'ai mes enfants qui vivent sur Paris, et qui m'ont dit, Paris, je peux même plus se balader. Quoi. Si vous êtes touriste, vous pouvez. Si vous avez pris votre billet, vous avez un QR code qui permet d'aller partout. Si vous êtes résident, le QR code ne vous permet que d'accéder à l'arrondissement où vous résidez. C'est ça. Moi j'ai mon fils, il ne peut pas traverser la Seine. Alors qu'il est dans le 14e arrondissement, il m'a dit je ne peux pas passer la Seine. Je vais jusqu'à Saint-Germain, et à Saint-Germain, les flics m'arrêtent en disant bon monsieur, vous n'avez pas le QR code, donc il faudrait acheter un billet JO pour. Pardon. À la clim. Désolé, on va avoir une augmentation des fluides. Et dans la soirée, ça ira. Donc voilà ce que je peux répondre aujourd'hui. Je sais que c'est frustrant. Je peux vous dire qu'avec les équipes, on a passé quelques soirées et quelques nuits dehors jusqu'à des 1h30, 2h du matin. On a passé des journées. Il y a un truc que j'ai adoré aussi, c'est que j'étais tranquillement, comme la plupart d'entre vous, en train de regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui était remarquable. Là, c'est aussi, c'est en qualité d'élu de la République, je suis très fier de ce qu'a fait la France ce soir-là. C'est une des plus belles cérémonies d'ouverture de JO qu'on ait pu voir, parce qu'elle était à l'extérieur d'un stade, elle prenait l'ensemble d'un territoire, et j'ai trouvé ça absolument magique. Ce que j'ai trouvé moins magique, c'est d'avoir un coup de téléphone de Madame Michels qui me dit les manouches sont en train d'évacuer les blocs de béton que tu avais posés là-bas. Puis après, je crois que c'est Lionel qui m'a appelé, qui m'a dit la gendarmerie est là, il faudrait que tu viennes. Voilà, donc je me suis fait pas très bien voir par ma famille qui était là, qui dit ouais, tu repars encore, machin, je dis ouais, mais j'y peux rien, il faut y aller. Voilà, on est resté 3 quarts d'heure, 1 heure sous la pluie, à essayer de gérer les choses, et le lendemain matin, j'ai fait doubler les blocs de béton, et on les a repositionnés à l'endroit où ils étaient, après une petite engueulade avec les gens du voyage. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis bon, l'idée n'est pas de favoriser, on n'est pas dans une phase, si vous voulez, d'accueil des gens du voyage, on ne les accueille pas. Pour nous, l'urgence, c'est de pouvoir envoyer un tractopelle pour enlever un peu ces déchets-là et le pousser un peu plus loin, parce que là, on slalom pour rentrer dans la station, et moi j'ai vu des clients partir. J'ai vu des clients tous les jours. On est là quotidiennement avec mon mari, parce que Brian n'est pas là, mais tous les jours les gens sont venus. On va demander à ce que dans la semaine, je ne peux pas vous dire demain parce que je ne sais pas, non, mais voilà. Dans la semaine, on va demander à ce qu'on repousse avec le tractopelle les déchets pour améliorer l'accès notamment de notre station. Et dernière chose, j'ai vu, je ne veux pas dénoncer personne,
les gens de Saint-Patu de venir jeter des poubelles. Oui, ça, Voilà, le civisme, la question. Et ça, il faut dire des mots. Je suis pas d'ici. Ouais, parce que je veux dire, la personne qui fait ça, qui vit ici, elle est dégueulasse en fait. Des poubelles, il faut acheter ça là-bas. Je vous remercie pour votre question. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je continue, j'ai encore des questions. Allez-y. J'arrive à la fin. Il y a peut-être encore du Madame Maléjac. Ah non, 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 cette fois-ci c'est Rodolphe, la chaise. Ah, on a répondu. C'est sur l'histoire de l'ABS, l'audit du social sur le territoire. Question écrite, donc Ingrid Catio. Bonjour, je me doute que vous allez avoir 40 milliards de questions, lol. Non, mais bon, c'est sympa. La mienne est la suivante. Serait-il possible de refaire les... Ouais, ça c'est pas... En plus c'est bien, c'est pas gros. Serait-il possible de refaire les boîtes à livres, s'il vous plaît? Elles sont plus que dégradées, notamment à Vivaldi et le centre sportif. Merci beaucoup. Oui, Madame Catio, oui, mille fois oui. Je trouve que ce produit, ce service des boîtes à livres, c'est quelque chose de fantastique pour l'ensemble de la population, pour les jeunes, les moins jeunes, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel. Je suis pour la lecture, donc on va tout faire pour que les gens de Saint-Patu puissent lire, échanger, partager des idées, des livres, etc. Et on va demander au service technique, M. Baudin, vous êtes tout spécialement missionné de ça, de refaire les boîtes à livres. Formidable. On peut peut-être faire un appel également aux Saint-Patuciens, oui, voleurs, si vous donnez un coup de main, effectivement. Mais à ce moment-là, non mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, il faut partir sur il faut partir sur un concours d'idées avec du design de façon à limiter et qu'elle soit uniforme. On ne va pas aller chacun dans un coin de rue, ce sera un galop, ce sera je fais pas de sujet qui pourrait me dire le Rotary Club, je ne sais pas exactement le nom, des boîtes à livres qui sont en métal et qui sont si on se mettait en rapport avec eux, on aurait peut-être ces mêmes boîtes à livres qui sont assez bien faites. Dernière question, on vient d'en parler, mais je la lis quand même. Donc, un monsieur qui se prénomme Adrien, qui est du côté des aviateurs Saint-Exupéry. Bonjour, tout d'abord merci de nous permettre d'interagir en tant que non présents avec ce nouveau format. Ma question porte sur les gens du voyage. Est-il prévu possible de les déloger, notamment au niveau d'anciennement Carrefour Market, où ils sont présents maintenant depuis plusieurs mois? Idem, un camp s'est installé récemment sur un terrain libre au niveau de l'école Charles Perrault. En effet, les ordures et autres branchements sauvages nuisent aux riverains et à leurs finances indirectement. Merci pour votre écoute cordialement. Je ne vais pas répéter, alors c'est pas, je suis désolé, je ne veux pas frustrer ce monsieur, mais je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Nous ne sommes pas donc, dans un esprit d'accueil des gens du village, nous ne sommes pas pour leur favoriser le séjour sur la commune. Mais on est tributaire des règlements, des lois, de la sophistication de l'administration française à ce niveau-là. Ça aussi c'est bien fait de notre côté, donc voilà. J'en ai terminé. Si plus personne, notamment au niveau des conseillers, des élus, veut prendre la parole, je propose de clore ce conseil municipal. Non, c'est bon? C'est bon parce que vous me demandez. Ah. Je m'excuse, j'avais une question, j'ai vu mettre sur le site hier, mais ça ne marchait pas avec le téléphone. Oui, c'est à cause de l'équipe Rassemblement pour Saint-Patu qui ont mis tellement de questions. Non, mais je plaisante. Non, mais ils ont mis tellement de questions qu'ils ont bloqué le système et que plus rien n'était accessible pendant un moment. Mais je vous en prie, madame, je vous écoute. Ça concerne tout ce qui
qui est civisme et respect des horaires et des bruits sur la commune. Ça fait 12 ans maintenant quasiment qu'on constate un non-respect. Tondeuse le dimanche, 6 circulaires d'intérieur qui est beau, les gens qui font la fête à minuit du matin. Les gens qui font les fêtes, bien en quelque part. Est-ce que là-dessus, il y a. Je me souviens que l'ancienne mairie avait fait, il me semble, un rappel de certaines choses. Mais visiblement, les gens n'ont pas l'air d'en avoir connaissance, ou que ça veut dire, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, peut-être faire un rappel aux gens, et qu'est-ce que je n'ai pas compris la dernière partie de votre question, c'était le... Il a fait samedi, dimanche, oui, il y a des gens qui n'ont pas la notion de ce qu'est le bruit tout court. Par exemple, hier, midi et demi, un dimanche, du rap à fond. Vous êtes dans quel quartier? Du côté des personnes Côté né. Le personne HLA, le premier lotissement, quand on rentre dans Saint-Battu par le petit. Et là, alors, sur ces sujets-là, il y a la manière déjà qui est de rappeler, et puis vous l'avez dit, il y a peut-être des nouveaux arrivants, et puis même des anciens qui oublient, qui ne pensent plus. Oui, oui. Voilà, donc il faut rappeler, réexpliquer, puis peut-être remettre de façon, on va dire, commerciale dans les petits livrets, le guide de Saint-Battu, de rappeler que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, que la tranquillité c'est pareil, et que le bruit c'est la même chose. Mais on a été on ne sait pas qui a fait, comment ça dépend de ça. Alors, non, les gendarmes ne se déplaceront pas. Les gendarmes ne se déplaceront pas pour ça. Par contre, ce qu'on pourra faire, alors pas si maintenant éventuellement on peut encore le faire, c'est demander à ce moment-là sur signalement à la police municipale d'aller simplement sonner aux portes des personnes concernées pour dire écoutez, c'est un ton en dessous, regardez l'heure, rangez votre tondeuse. À 1h du matin, je suis pas sûre. Alors, non mais alors, attendez. J'ai ce problème-là avec la police municipale, c'est pour ça que le départ des équipes et le reset complet qu'on va faire n'est pas forcément un mal pour la commune. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une police municipale qui termine à 19h. 19h au plus tard. C'est-à-dire globalement quand les problèmes commencent. Donc, il y a une réflexion avec les équipes sur le groupe de travail de sécurité, sûreté et sécurité, d'horaire. On doit aussi voir avec la gendarmerie, essayer de récupérer des statistiques de problèmes sur Saint-Battu, savoir quel type de problème nous avons sur le plan sécuritaire, sur sûreté, et à quelle heure ça se produit, à quelle heure ça se déclenche, le plus fréquemment possible, de façon à caler les horaires des intervenants sur ces plages horaires-là. Donc, je n'ai pas aujourd'hui, si vous voulez, de réponse pragmatique qui va vous satisfaire, parce que vous avez compris, je perds la police municipale, il va falloir la reconstruire, et en dehors de rappeler un arrêté municipal qu'on remet vraiment au bout du jour, on en reprendre à nouveau, et puis peut-être par le biais des peut-être refaire un rappel de tout ça. Oui, mais voilà, ça va pas être demain, quoi.
Et alors, la nuisance dont vous parlez, que vous évoquez, elle est de mal à demain. On a un problème aussi, ça n'a pas été évoqué, c'est pas que je cherche les problèmes en les devançant, mais je suis lucide, on a un problème sur les sources avec l'utilisation du parking la nuit, qui est un vrai sujet. Bon, aujourd'hui, on n'a pas la solution immédiate pour le traiter. Ça doit passer par une réflexion avec la mise en place de choses techniques. Et puis des choses plus coercitives éventuellement, mais avec pareil des forces de l'ordre, parce que c'est compliqué, il ne s'agit pas de prendre des risques inutiles en allant discuter avec eux. C'est pas évident, mais c'est un constat qu'on a fait depuis 2 ans, c'est vraiment une recrudescence de non-respect. Oui, mais c'est l'arrivée massive de nouveaux arrivants. Voilà. Et comment dire, et en groupe. Ce qui fait que automatiquement, c'est pas qu'il y a un encouragement, mais c'est plus facile de faire des bêtises en groupe que de les faire tout seul. Parce que tout seul, on est assez minoritaire. C'est exactement le même principe que les gens du voyage. Hein. Vous savez, tout seul, vous ne dites pas à la gendarmerie pourquoi je n'ai pas de papier, puis je me casse. C'est embêtant. Par contre, quand vous êtes 40-50, à un moment donné, et je comprends aussi les forces de l'ordre à ce moment-là, qui est de dire on ne va pas mettre la commune à feu et à sang avec 2 escadrons de gendarmerie, du gaz lacrymogène partout, parce qu'il y en a un à qui on a demandé une pièce d'identité, puis qui a haussé les épaules, puis qui s'est barré. Voilà. C'est délicat, voilà. Mais ça devient vraiment un problème permanent. C'est entendu, c'est bien compris, et les équipes en charge de... Et si je peux permettre un autre constat, et ça c'est récurrent, pareil dans le même quartier, les stores ne sont absolument pas respectés. Les gens ne lisent pas, ils ne savent pas. Et plein de fois, on a entendu les perturbations de véhicules, ou même des gens, les gens glissent le soir. Ils ignorent totalement. Alors là, c'est pareil, c'est le même sujet quelque part hein, sur cet aspect du code de la route et puis je vais dire aussi même d'excès de vitesse sympathie, notamment en grande rue, dont je suis assez souvent témoin. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la police et la sanction. Quand vous coulez un stop et que vous prenez 4 points, pas souvent. Mais à un moment donné, ils étaient là régulièrement, on le voyait. J'entends bien, on va travailler avec la gendarmerie, avec la police municipale pour essayer d'améliorer ça. Je lève la séance. Merci. Merci à tous.